Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'espère que vous avez tous passé un très très bon Noël, que vous avez été bien gâtés, que vous avez bien gâté vos proches aussi. Peut-être avec des cadeaux estampillés Chicago Bulls, allez savoir, hein. N'hésitez pas à les partager, c'est toujours sympa. Moi j'ai eu deux paires de chaussettes des Bulls, donc, comme quoi. Voilà, c'est toujours sympa, c'est toujours fun. Mais voilà, si vous avez reçu des casquettes, des maillots ou autres, voilà, partagez ça, c'est toujours fun. J'espère aussi que voilà, les récentes victoires des Bulls vous ont mis de bonne humeur pour passer les meilleures fêtes possibles, parce que c'est vrai que là, dernièrement, c'est quand même beaucoup mieux. On va revenir sur les derniers matchs qu'on a fait, parce qu'on s'était quitté dans la dernière vidéo après cette super victoire à Philadelphie, qui, pour moi, représente peut-être notre meilleur match de la saison, parce que bah, par rapport à le fait d'aller gagner sur ce parquet-là, avec un excellent quatrième quart-temps, euh, face à un Joel Embiid qui d'habitude nous torture, j'ai trouvé que c'était quand même, voilà, collectivement on a été très très solide, défensivement on a fait de super choses, donc pour moi c'est quand même un succès marquant de cette saison. Euh, mais c'est vrai que derrière, bah voilà, on retrouvait le United Center pour les 6 derniers matchs de l'année 2023. Donc comme ça, en plus, ça évite de vraiment voyager à droite à gauche. Euh, et euh, dès le retour à Chicago, pas une mince affaire, mais tout de même, on devait se farcir les Lakers, récents vainqueurs du In-Season Tournament. Mais euh, au global, bah, c'est une super victoire collective face aux Lakers. Euh, un match qu'on a gagné parce qu'on a développé un jeu offensif très fluide, très rapide, que bah, les Lakers ont eu beaucoup de mal à contenir en fait. Ça a joué parfois beaucoup trop vite pour eux. Et c'est vrai que bah, si ils ont Anthony Davis dans leur 5 de départ pour masquer certaines carences défensives, bah, c'est quand même collectivement c'est pas ouf quoi. Il y a beaucoup de- d'erreurs quoi. Et voilà, justement Anthony Davis il est là pour essayer de rattraper un peu tout ça. Il fait une super saison, mais il n'est pas aidé parce que quand tu es entouré par des mecs comme Russell ou comme Torian Prince qui étaient les deux titulaires sur les postes arrière sur ce match-là, c'est pas des cadeaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis les Lakers ont modifié leur 5 en mettant Vanderbilt, en sortant Russell de la main pour la donner à LeBron. Mais enfin bref, ça c'est leur truc. Euh, mais voilà, le fait que bah, la défense des Lakers n'était pas forcément des plus hermétiques, on a eu beaucoup d'espace à exploiter pour aller attaquer le cercle, aller mettre des drives, etc. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu toute la soirée. Et puis on était aussi présent sur tout ce qui était hustle play, on avait les mains actives, on a coupé des lignes de passe, on s'est créé des opportunités en transition un petit peu tout le long. Alex Caruso était de retour dans le 5 pour ce match-là. Il était excellent. Il a mis de l'intensité d'entrée de jeu dans ce match-là. Quand Ayo Dosunmu est rentré, il a fait la même chose. Javon Carter, il a mis quelques 3 points. André Drummond aussi. Et même Dalen Terry. Donc vraiment, l'ensemble du banc a été extrêmement productif. Mais Dalen Terry, qui a signé des minutes vraiment, vraiment intéressantes sur ce match-là. C'est vrai qu'on l'avait déjà dit dans quelques vidéos là dernièrement. Collectivement, parfois défensivement, il est un petit peu perdu. Genre, comment je me place, à quel moment je fais l'aide, est-ce que je la fais, c'était pas toujours très concret. Euh, en un contre un, individuellement, il sait un petit peu parfois faire parler ses longs bras, ses qualités athlétiques, même si c'est pas le mec le plus puissant. D'ailleurs, parfois il s'est un peu fait enfoncer par LeBron James en post-up, mais bon, en même temps, quand tu vois la différence des gabarits entre les deux, tu peux pas franchement le lui reprocher. Mais dans l'ensemble, les minutes qu'il a fournies d'Alen Terry sur ce match-là étaient vraiment agréables. Euh, alors, c'est pas lui qui va apporter beaucoup de points, hein. Ça, s'il met des points, c'est bonus. S'il rentre ses shoots ouverts à 3 points au lieu de faire des airballs, c'est bonus. Ça, c'est encore un truc à travailler par la suite. Mais s'il arrive déjà à avoir un impact défensif comme il l'a eu sur ce match-là, euh, c'est intéressant. Ça reste déjà une base assez intéressante. Mais après, voilà, il a lutté au rebond, il a fait son taf. Il a fait son taf. Donc, voilà, terrible. Tout le monde sur ce match-là a fait son taf, on va y revenir après, mais voilà, donc on a pris une bonne avance, hein. On avait 18 points d'avance au milieu du deuxième quart-temps, tu te dis ça déroule, en plus c'est super fluide, c'est agréable, ça bombarde dans tous les sens. On a cru à un réveil des Lakers après ça, parce que bon, on s'est un petit peu endormi, et puis au final il n'y avait plus que 6 points d'avance à la pause, avec les Lakers qui
qui ont resserré un petit peu les rangs défensivement, qui ont mis quelques hustle plays, qui ont su aller provoquer des lancers francs avec LeBron, avec Anthony Davis, tout ça. Même chose un petit peu dans le troisième quart-temps où Anthony Davis met quelques bâches, notamment à Kobe White qui attaque le cercle. Mais après, au fil des minutes, dans le troisième quart-temps, on a réussi à retrouver un peu de rythme, un peu d'adresse extérieure aussi avec Kobe White, avec Patrick Williams. Et puis après, on a mené 12 points pour débuter le quatrième quart-temps. Et même quand les Lakers ont mis en place une défense de zone, on a été capable de la punir avec des 3 points un petit peu dans tous les sens. Kobe White qui en met un, 3 bons mètres faciles derrière la ligne quand même. Ayo Sunmu qui en met un ou deux aussi. Euh, et, puis, et puis en fin de match, donc on prend 10-12 points d'avance, on gère un petit peu la fin. Et Kobe White sur la fin, à 2 minutes de la fin, il te sort une action mais absolument monumentale où il est derrière les lignes à 3 points, défendu par Cam Reddish. Il le drive, dribble dans le dos, il se retrouve dans la raquette et il met un flotteur par-dessus Reddish, Davis et c'était qui le troisième? Je crois que c'était Prince. Ça faisait un peu penser. D'ailleurs, il y en a qui avaient fait le parallèle sur Twitter avec cette action, le Christmas Game entre les Lakers et les Bulls, quand Derrick Rose met le flotteur sur la fin et derrière Kobe Bryant tente le shoot de la gagne face à je crois il y a Ronnie Brewer, Taj Gibson, Joakim Noah et Luol Deng qui sont tous là pour essayer de le contrer et c'est Luol Deng qui le contre au final. Sauf que là, notre Kobe à nous, lui, il a mis son panier au milieu de trois joueurs adverses qui tentaient de le contrer. Et donc c'était une action assez symptomatique et surtout elle a mis fin au débat dans ce match-là et on s'est imposé assez aisément au final, 124-108 après ça, avec une prestation collective, mais aux petits oignons. Aux petits oignons. 8 joueurs à 10 points ou plus sur ce match-là. Donc voilà, il n'y a pas un mec qui a mis 45 points et les autres lui ont filé les ballons. C'était vraiment, en termes de prestations collectives, c'était ce qu'on a fait de plus abouti depuis très longtemps. C'est la deuxième fois d'ailleurs, je crois, cette saison qu'on a 8 joueurs à au moins 10 points sur un match. Donc voilà. Tu vois quand même qu'il y a de la progression. Euh, le seul joueur qui a passé plus de 10 minutes sur le parquet, mais qui n'a pas mis au moins 10 points, c'est Dalen Terry. Mais voilà, on a dit qu'il a fait un super match, il a eu un impact défensif. Mais les 8 autres joueurs ont tous mis au moins 10 points. Et voilà, il y a des chiffres excellents absolument partout. 54,5% d'adresse au shoot, 52,9% à 3 points. Patrick Williams qui fait 3 sur 3, Vucevic qui fait 3 sur 5, Caruso qui fait 3 sur 4, Kobe qui fait 3 sur 6, Ayo qui fait 4 sur 6. Bref, voilà, ça a été bombardement à 3 points. 90,9% au lancer, bon, 10 sur 11, il n'y a pas un énorme volume, mais l'adresse est là. On gagne les rebonds 48-40, 25 passes décisives, dont 9 de Demar DeRozan. Bref, voilà, collectivement, super, super succès où tout le monde a eu l'occasion de se montrer, d'avoir un impact, de briller. Et voilà, euh, c'était extrêmement, extrêmement fun à regarder et voir cette équipe jouer de cette manière, c'était vraiment, vraiment cool. Surtout, voilà, euh, t'enchaînes victoire sur le parquet des Sixers, euh, t'en as gagné un à Miami quelques jours avant, tu bats les Lakers, donc voilà, c'est quand même, voilà, t'as pas battu euh, Détroit et putain, c'est qui les autres qui sont en fond de classement là, qui ont gagné 2 matchs. Ah, je les ai plus, ça m'échappe. Ou les Spurs, pas. Si, justement, parce qu'il y a les Spurs qui arrivent juste derrière. Mauvais exemple, mais voilà, dès le lendemain, il fallait enchaîner avec les Spurs. Parce que, bah voilà, encore un back-to-back. Et en plus, bah, ça sentait mine de rien un petit peu le match piège, parce que bah, c'est un back-to-back déjà. Et puis, bah, les Spurs, c'est quand même une équipe assez fougueuse, assez dynamique, et du coup, c'est peut-être pas l'équipe la plus simple à jouer quand tu es en back-to-back. Et d'entrée, tu as senti que la fatigue allait jouer un rôle dans ce match-là quand même. On a eu des possessions où, même si la balle circulait, c'était pas ultra fluide, il y avait moins de rythme. On prenait un peu plus le temps de poser des actions avant de prendre nos shoots. Alors que d'habitude, on aime, voilà, on fonce, on fait circuler la balle beaucoup plus vite, on prend les décisions plus rapidement. Là, on prenait un peu plus le temps, mais c'était peut-être aussi qu'on n'avait pas forcément les jambes pour accélérer comme on aimerait le faire. Et du coup, bah, les Spurs en ont profité au départ euh, avec beaucoup d'énergie, de hustle play, Jérémy Sohan qui était excellent. Enfin voilà, il a fallu attendre en fait, nous, que les remplaçants rentrent pour avoir un petit peu d'impact. Ayo Sunmu qui a mis quelques paniers. André Drummond qui a été extraordinaire sur ce match-là, on va y revenir après. Mais voilà, il y a
quand les remplaçants sont rentrés petit à petit, on a eu plus de rebonds offensifs, des hustle plays, on est revenu un petit peu dans le match, on a exploité quelques mismatchs. Il y a un dunk d'André Drummond à un moment où il se retrouve il est défendu par Soran, donc forcément c'est plus simple pour lui. Et en plus, on voit très très peu Victor Wembanyama parce qu'il est très très peu servi, très très peu recherché par ses coéquipiers qui en plus balancent des ballons en touche, essayent de jouer vite, mais ils ont énormément de déchets. Je n'ai pas le chiffre là en tête de combien de ballons perdus ils ont eu les Spurs sur ce match-là, mais il y en a plein où c'est même pas nous, on dévie les ballons et on les vole, quoi. C'est ceux qui envoient des passes en touche parce qu'ils se comprennent pas, il y a mauvaise communication, mauvais timing, etc. Donc c'est une équipe jeune, hein, mais voilà, qui a les défauts de ses qualités parce que voilà, ils veulent jouer vite, fougueux, tu vois, mais ça manque de justesse, ça manque de précision et donc beaucoup de ballons perdus. Ils ont quand même réussi à trouver un peu d'adresse dans le troisième quart-temps et nous, au contraire, par contre, c'est une période là, le troisième quart-temps, où on a balancé des briques dans tous les sens. Euh, et c'est le signe de la fatigue, beaucoup de shoots trop courts. Quand tu shoots, quand tu enchaînes les shoots trop courts, c'est que là, t'es fatigué, t'as pas forcément la force nécessaire pour pousser sur les jambes, etc. Et au final, ça nous donne un match qui est encore serré à la fin du troisième quart-temps, parce qu'on a que 7 points d'avance. Alors que tu te dis, normalement, les Spurs, tu devrais quand même les éloigner un petit peu. Et puis au final, il a fallu attendre le début du quatrième quart-temps, où là, par contre, l'adresse d'un coup, boum, ça s'est réveillé. On mettait pas un panier. On était à 2 sur 22 à 3 points après 3 périodes, quand même, ce qui était quand même assez dégueulasse, franchement, hein. Et puis, dans le quatrième quart-temps, on a mis 37 points, à 16 sur 20 au shoot, à 5 sur 6 à 3 points, en mettant les 5 premiers. Avec du Ayo, avec du... Non, non, c'était même pas Ayo, c'était Patrick Williams et Javon Carter et Kobe White qui ont enchaîné les 3 points. Et puis après, voilà, on a réussi à ce moment-là à se créer voilà, 10, 12, 15 points d'avance. Et après, DeRozan, avec quelques mid-range, a encore plus augmenté cette avance. On a pris plus de 20 points d'avance. Et au final, on s'impose de manière large et tranquille. Si tu regardes juste le score et le box score, tu te dis ah 114-95, ouais, ça va en être. Sauf que voilà, il a vraiment fallu attendre le dernier carton pour vraiment faire la différence parce que voilà, les Spurs étaient accrocheurs. Mais ceci étant, voilà, on a été capable de faire en sorte que Wembanyama n'ait que très très peu d'impact. On l'a très très peu vu sur ce match-là, à part un ou deux contre. Un dunk au début du troisième quart-temps, mais au final, je crois qu'il finit avec 7 points. Enfin bref, on l'a très très peu vu. Mais dans l'ensemble, les Spurs ont été assez maladroits, comme on disait, beaucoup de fougue, mais très peu de justesse pour suivre ça. Mais ce qui est intéressant, malgré tout, dans ce match-là, c'est qu'on fait 7 sur 28 à 3 points, ce qui est dégueulasse, hein, 25%, c'est minable. Mais euh, ce qui est très très intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'on n'a jamais cessé d'attaquer le cercle. Alors pourtant, tu pourrais te dire, il y a Wembanyama en face, avec son envergure, l'autre qui couvre bientôt de la ligne à 3 points d'un côté à l'autre. Et pourtant, à aucun moment on s'est dit que ça allait nous emmerder. Donc du coup, on a attaqué le cercle, on a attaqué le cercle, on a attaqué le cercle, on a attaqué le cercle. Et au final, on a fait un season high 58 points dans la raquette. Et voilà, face à une équipe comme les Spurs, bon, alors même si autour de Wembanyama, t'as pas des mecs de 2,10 m non plus, mais euh, voilà, on a su exploiter ça. Et même si Wembanyama en a contesté quelques-uns, voilà, on a quand même été capable de beaucoup profiter d'espace près du cercle pour aller chercher des points de près. Donc ça a compensé notre manque d'adresse extérieure et au final ça nous a aidé à faire la différence parce que malgré cette horrible adresse à 3 points, on shoot à 54,4% au global. Et ça c'est parce qu'on a mis énormément de points à l'intérieur. Donc voilà, malgré Wembanyama, on n'a jamais eu peur, on l'a attaqué. Et encore une fois, le banc a été très très bon avec Ayo, mais surtout André Drummond. Oh, mon Dieu, mais quel match! Wembanyama, Vucevic, mais le meilleur pivot dans ce match-là, c'est André Drummond. Et ça s'est pas joué à rien, quoi. C'était énormissime. André Drummond sur ce match-là. Il a sorti une stat, c'est du jamais vu dans l'histoire de la NBA. Écoute bien ça. 12 points, 8 rebonds, 5 interceptions pour un pivot remplaçant. 5 interceptions. Et 2 contre. Bon, tu te dis, bon, c'est des stats bon, qui ont rien de. Sauf que c'est le premier joueur de l'histoire de la NBA à faire ça en moins de 20 minutes. Il en a joué 19, 18 quelque chose. C'est extraordinaire. En plus, avec un plus 17 ou plus minus qui fait quand même beaucoup de bien. Le meilleur de l'équipe en plus. Donc, du jamais vu. André Drummond. Mais ce mec, extraordinaire. Extraordinaire. On l'a dit plusieurs fois depuis le début de saison dans les vidéos.
La régularité qu'il affiche cette saison est vraiment, vraiment, vraiment top. Parce qu'il y a plein de fois l'an dernier où des fois, tu avais l'impression qu'il se traînait un peu. Puis après, pendant 3 matchs de suite, tu le voyais pas. C'était Derrick Jones Jr. qui était le pivot remplaçant de Vucevic. Et puis là, il joue tous les matchs. Il a du temps de jeu régulier qui varie entre 15, 16, 17 minutes. Tu pourrais te dire parfois il pourrait en avoir un peu plus, surtout avec les stats que je vais donner tout à l'heure. Mais mais voilà, il fait un taf excellent et voilà, quand il te sort des matchs comme ça, tu peux que applaudir parce que voilà, il rend tellement de service à cette équipe, c'est extraordinaire quoi. Donc voilà, et c'est une sorte de leadership de dire voilà, je suis un remplaçant, mais voilà, ça montre l'exemple aux autres. C'est pas parce que tu es un remplaçant, c'est pas une tare d'être remplaçant, c'est pas honteux d'être remplaçant. Voilà, tu peux avoir un impact sur chaque minute que tu passes sur le parquet, quoi. Et voilà, quand tu sors cette ligne de stats en même pas 20 minutes, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la NBA, ça te marque une performance quand même, donc c'est pas rien du tout. Donc voilà, ça nous permettait à ce moment-là d'enchaîner 3 succès consécutifs et donc 8 sur les 11 derniers matchs. Donc c'était quand même une série extrêmement positive qui en plus nous a fait remonter au classement, logiquement, au point que vendredi soir, alors que nous on jouait pas, on a profité des défaites cumulées de Toronto et d'Atlanta pour prendre la 10e place et donc se retrouver dans le play-in. Donc à un moment on était même 13e là je crois, fin novembre, début décembre. Maintenant on est dans le play-in. Le problème c'est que le samedi soir on recevait les Cavs et ça aurait été une belle opportunité de créer un petit écart. Mais on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés face aux Cavs, déjà à se mettre dans le rythme, parce que d'entrée, on a vu que ça allait être compliqué, beaucoup, beaucoup de fatigue. euh, et défensivement, on était systématiquement en retard, et ça aussi, bon, la fatigue, etc. Et puis il faut dire aussi que Cleveland, c'est une équipe qui ne réussit pas bien, ils ont vraiment les joueurs pour nous faire chier. Et en plus, ils ont signé Max Truss, qui lui est devenu un Bulls killer certifié. Lui, dès qu'il joue contre nous, maintenant, ça y est, hein. Depuis le play-in avec Miami l'an dernier, où c'est lui qui nous torpille, hein, carrément. Dès le début du match, il nous avait mis des 3 points dans tous les sens. En fin de match, c'est lui qui nous flingue. Là, c'était un peu la même chose. D'entrée, voilà, des 3 points dans tous les sens. Et aussi, un autre joueur qui était extrêmement précieux pour eux, et qui est souvent précieux pour eux quand ils jouent face à nous, c'est Jarrett Allen, que perso j'adore. C'est vraiment, si on pouvait l'avoir, je serais aux anges. Euh, Parce qu'il l'utilise en tête de raquette. euh, et les mecs, ils cut backdoor. Et il est toujours là pour faire la bounce pass, pour faire voilà, trouver le mec qui va cutter et aller au cercle. On a vu ça plein de fois dès le premier quart-temps. Et on n'a pas franchement réussi à défendre sur ça. Donc, ouais, ils l'ont très très bien utilisé face à nous. Donc, on est resté dans la course pendant une mi-temps, parce qu'on était qu'à -1 à la pause, donc voilà, on n'était pas non plus largué. Mais plus les minutes passaient dans ce match-là, et plus tu sentais que ça nous échappait quand même, mine de rien, parce qu'on était battus sur tous les hustle plays, on prenait pas un rebond. Donovan était tellement désespéré qu'il a même aligné Vucevic et Drummond ensemble pendant 3-4 minutes dans le troisième quart-temps, et même là, on se prenait des rebonds sur la tronche, donc on a manqué d'intensité, on était toujours derrière en termes d'énergie, en termes de plein de choses en fait. Dans beaucoup de secteurs du jeu, on s'est fait bousculer, dominer. On n'arrivait pas à y mettre la même intensité que sur les matchs d'avant. Et même offensivement, on n'arrivait pas à jouer sur le même rythme. Comme on disait, on aime bien jouer vite. Mais là, on n'a pas été capable de mettre ça en place. Bon, ça vient aussi de la défense des Cavs qui était intense sur nous avec beaucoup de close-out sur les drives, etc. De contests près du cercle. Euh, mais voilà, et nous, on a forcé beaucoup de shoot. Notre attaque était souvent beaucoup trop statique par rapport à ce qu'on montrait dernièrement. Il n'y avait rien de vraiment fluide ou de shoot qui était pris dans le flow de l'attaque, qui était vraiment voilà, à la fin de bonne circulation de balle ou quoi. On avait eu vraiment, vraiment beaucoup de mal à faire ça. On s'est retrouvé à -17 dans le quatrième quart-temps, avant que DeRozan ne se transforme en King of the Force et décide de prendre les choses en main, où il a enchaîné les N1, les mid-range, il a trouvé Patrick Williams pour un 3 points dans le corner, mais on est revenu à 5 points, et là tu te dis pourquoi pas, mais ce sursaut d'énergie a pas tenu, parce que derrière Max Truss il claque un 8-0 à lui tout seul en mettant 2 paniers à 3 points, et il a pris un malin plaisir à nous fracasser. Lui qui est natif de Hickory Hills, qui est pas loin de Chicago, donc c'est un
il n'est pas lié à Chicago, mais pas loin, hein, en banlieue, pas très loin. Il a beaucoup de familles à Chicago. On se rappelle qu'il est passé aux Bulls en tant que two-way players, mais qu'il a très très peu joué parce qu'il s'était rapidement blessé au genou. Euh, mais voilà, il nous avait déjà tué avec Miami au play-in l'an dernier. Là, il revient pour la première fois sous le maillot des Cavs au United Center. Il nous tue avec en plus toute sa famille. Il avait loué une loge du United Center où il avait mis toute sa famille et du coup, il nous a fracassé. Il a quand même pris 17 tirs à 3 points à lui tout seul quand même. Il en a mis que 5, ok, mais il a mis ceux qu'il fallait, quoi. 2 au début de match, 2 à la toute fin pour vraiment nous planter, creuser l'écart vraiment quand on commençait à revenir. Donc il nous a fracassé, quoi. En même temps, nous, on a fait 8 sur 35 à 3 points, donc on peut pas franchement la ramener. 43,8% au shoot au total, donc voilà, c'est un peu une défaite qu'on a senti venir, mine de rien, parce que, alors c'est pas une excuse, mais plus une explication en plus. Euh, les Bulls étaient clairement, et ça s'est vu déjà sur le match contre les Spurs, les joueurs sont éclatés. Ils en peuvent plus, ils sont fatigués de ouf. C'était le 31e match de la saison pour les Bulls, ce match à Cleveland. Et on était la seule équipe à 31 matchs. Parce que euh, la plupart des autres équipes étaient entre 27, 28, 29 matchs. Nous, on était l'équipe qui avait joué le plus de matchs. Et c'est encore le cas au moment de faire cette vidéo. On est l'équipe qui a disputé le plus de matchs depuis le début de saison, donc avec les back-to-back, les voyages, etc. Euh, et donc, conséquence de ça, les 3 joueurs qui ont joué le plus de minutes en NBA cette saison, c'est 3 joueurs des Bulls. Kobe White en numéro 1, 1081 minutes. En deuxième, tu as DeMar DeRozan avec 1058 minutes, alors qu'il a loupé 2 matchs, quand même. Et en troisième position, tu as Nikola Vucevic avec 1054 minutes. Donc, tu es l'équipe qui joue le plus de matchs. Tu as 3 joueurs dans le top 3 des joueurs qui ont disputé le plus de minutes. Et en plus, tu as des rotations qui sont limitées depuis quelques semaines, vu que Zach LaVine n'est pas là. Et Torrey Craig est blessé aussi, donc du coup, voilà, moins d'opportunités de faire souffler. Donc forcément, au bout d'un moment, ça se ressent. C'est obligé, c'est humain. Voilà. Même si DeRozan, en ce moment, il joue quasiment 40 minutes par match. Kobe, pas loin non plus. Donc tu le ressens. Ceci étant, je ne vais pas dire, ouais, on a perdu contre les Cavs parce qu'on était fatigué. Parce que les Cavs, mine de rien, c'était leur 30e match de la saison, donc eux, ils étaient voilà, dans les équipes qui avaient le plus joué aussi. Et en plus, il leur manquait leurs 4 meilleurs scoreurs depuis le début de saison. Donovan Mitchell, Garland, Mobley et Caris LeVert. Donc voilà, tu peux pas juste dire on a perdu à cause de la fatigue. Il faut dire aussi que les Cavs ont tout simplement mieux joué que nous sur ce match-là. Ils ont été capables d'exploiter les mismatchs, ils nous ont battus dans l'intensité, les rebonds, tout ça. Strauss et Allen nous ont toujours posé des problèmes, et ça a encore été le cas sur ce match-là. Et puis il faut se souvenir que les Cavs, ils nous ont mis un sweep l'an dernier, hein, 4 défaites en 4 matchs de saison régulière, donc c'est quand même pas les premiers venus, même si leur saison est peut-être un peu moins aboutie que ce qu'ils espèrent jusqu'ici. Ça reste une équipe qui est dangereuse et qui est capable de vraiment nous emmerder, parce qu'ils ont vraiment les joueurs pour nous casser les couilles. Jarrett Allen, c'est clairement le type de joueur pour faire mal aux Bulls, quoi. Et Strauss, pareil, toujours en mouvement. C'est toujours difficile de défendre sur lui, de le suivre défensivement, parce que là, il part d'un côté, il repart de l'autre. C'est un peu comme, on va pas comparer avec Steph Curry, mais enfin, dans les déplacements, pour toujours essayer de se libérer et prendre des catch and shoot dans tous les sens, il a été. Alors là, il est difficile à contenir, surtout quand tu es déjà bien bien crevé. Courir après lui, c'est pas une sinécure, quoi. D'aventure, si on devait les affronter en play-in ou en play-off, je partirais pas super super serein quand même, parce que franchement, c'est clairement le genre d'équipe qui est capable de nous gonfler, quoi. Ils ont clairement le profil pour ça. Mais enfin, bref. L'avantage du fait d'avoir joué tous ces matchs-là, ça veut dire qu'à un moment donné dans la saison, on aura plus de repos que les autres. Parce que voilà, on aura peut-être des périodes de 2-3 jours sans jouer par-ci par-là. Je sais qu'à un moment en janvier, il y a une période où il y a peut-être 3 jours sans jouer. Déjà là, on a eu 2 jours, puisqu'on a eu le 24 et le 25 où on n'avait pas de match, hein, parce qu'on ne faisait pas partie des équipes pour jouer à Noël. Euh, Comme d'hab, j'ai envie de dire, ça fait un moment qu'on nous appelle plus pour ça. Mais voilà, j'espère qu'on a pu profiter de ces 2 jours pour vraiment se reposer, etc., souffler un peu. Et j'espère qu'ils n'ont pas arrosé Noël comme moi j'ai arrosé Noël, parce que sinon on va pas être frais pour affronter Atlanta ce soir. J'ai autant vous le dire. Euh, Parce qu'Atlanta en plus maintenant est juste derrière nous au classement. Moi ça faisait à peu près une semaine que je me disais tiens si on est
juste derrière eux à ce moment-là et qu'on les bat sur ce match-là, on leur passe devant, ça peut être sympa. Mais comme ils ont perdu d'autres matchs avant, du coup on est passé devant avant. Maintenant, si on peut les battre en leur mettant un petit écart au classement, même s'il y a encore énormément de matchs derrière, hein, il reste plus de 45 matchs encore à disputer, plus de 50 matchs même. Mais voilà, toute victoire sera bonne à prendre là pour bien finir l'année 2023. Donc on a Atlanta ce soir avec Trae Young qui est en plus annoncé incertain avec un souci à une épaule. Donc ma foi, on va voir ce que ça donne, sachant qu'en ce moment, il enchaîne les matchs à plus de 30 points et 10 passes décisives. Je crois qu'il en a fait 7 ou 8 de suite là dernièrement. Donc voilà, mais bon, même si ça n'empêche pas qu'Atlanta a plus de défaites que de victoires aussi, hein. Mais bon, on va voir. En tout cas, ça va être intéressant de voir comment on a récupéré physiquement, si on est capable de repartir un petit peu. Là, on n'a pas vraiment de back-to-back sur les prochains matchs, donc on va essayer de les prendre un par un et d'enchaîner un petit peu en espérant que ça se passe bien comme ça. Donc là, on a Atlanta ce soir, on a Indiana le 28, on a Philadelphie le 30, tout au United Center. Et après, on ne rejoue pas avant le 2 janvier 2024 où on se déplace à Philadelphie. Donc, programme avec quand même des équipes solides. Deux fois Philly, Indiana, ils sont devant nous aussi. Mais voilà, c'est un peu espacé. Donc, espérons que le fait qu'on ait un peu de repos permette de repartir bien pour maintenir la bonne dynamique actuelle. Parce que 8 victoires sur les 12 derniers matchs, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait après 19 matchs. On était à 5-14 de mémoire. Donc, ouais. Hein, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus cool. Donc, on va espérer poursuivre sur cette lancée, voir les jeunes prendre le pouvoir avec Kobe, avec P-Will, avec Ayo, avec Terry qui a des minutes intéressantes par-ci par-là. Donc, ça fait bien plaisir aussi. Et puis voilà, maintenant qu'on est relancé dans la course au play, on va essayer de se maintenir là-dedans tout en gardant un œil sur ce qui se passe au-dessus, voir si on peut gratter une place ou deux par-ci par-là au fil des semaines. Donc, on est clairement sur une bien meilleure dynamique, on joue beaucoup mieux. D'ailleurs, là, je vais aussi aujourd'hui publier le baromètre des Bulls où je reviens avec euh, des stats un peu plus détaillées sur la différence entre les 19 premiers matchs et les 12 d'après, en termes du nombre de passes décisives et en termes de plein d'autres petits trucs, mais je vous laisserai découvrir ça dans l'article. Je vais poster ça dans l'après-midi. Donc voilà, Atlanta cette nuit, je pense que je ferai une vidéo jeudi pour débriefer ça. Et puis voilà, après on enchaînera, hein. Il y aura les articles, d'autres vidéos. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao, Boots.